ce soir, je suis là pour partager avec vous 5 découvertes auxquelles j'ai participé. 5 découvertes de textes anciens qui mettent en jeu des technologies nouvelles. Nous avons la chance de vivre à une époque où presque chaque semaine, quelqu'un découvre un nouveau texte de l'Antiquité ou du Moyen Âge. Et nous savons qu'il en reste encore beaucoup à découvrir partout dans le monde. Pour la première de ces découvertes, c'est tout simplement une recherche Google qui m'a mis sur la piste de textes perdus depuis 2000 ans. Un jour, je cherche depuis chez moi un passage bien connu à propos d'un philosophe grec, Eudoxe de Cnide. Parmi les résultats, je tombe sur un texte qui dit quelque chose d'entièrement nouveau à propos du même philosophe. Cette semaine-là, je laisse tout tomber pour comprendre d'où sort ce texte. Il est écrit en latin par un humaniste italien du XVIe siècle, Agostino Nifo, dont je n'ai jamais entendu parler. En me renseignant sur sa vie, je comprends que c'est vraiment un personnage exceptionnel. Non seulement il lit couramment le grec ancien, ce qui est rare pour un occidental de son époque, mais en plus, il est protégé par plusieurs souverains, et lui-même est appelé le prince des philosophes. Ainsi, il a accès aux bibliothèques les plus fabuleuses, dont nous savons qu'en moyenne, elles perdent environ 5% de leurs manuscrits tous les 100 ans. Parmi les textes perdus qu'il cite, je découvre notamment des commentaires antiques aux réfutations sophistiques d'Aristote. Ces commentaires nous montrent comment, dans l'Antiquité, on étudiait l'art de tromper son interlocuteur, ou bien d'éviter les tromperies. Bref, c'est comme ça que j'ai pu reconstituer, quasiment depuis mon canapé, un chapitre perdu de l'histoire des idées, sur la base de livres entièrement disponibles sur Internet. Ce premier jackpot m'a rendu accro. Heureusement, il reste encore beaucoup de textes inédits qui dorment dans des manuscrits peu étudiés. Jusqu'à récemment, il fallait, pour les lire, faire des longs voyages ou bien travailler sur des photographies argentiques de qualité souvent médiocre. Par exemple, j'en repère un à cause de son titre, qui mentionne un disciple de Pythagore, le légendaire philosophe mathématicien de la Grèce antique. Il en existe 4 exemplaires, conservés à Jérusalem, à Lesbos, à Athènes et à Milan. Des très belles destinations, c'est sûr. Mais je ne peux pas faire un tel périple. Alors je dois écrire aux bibliothèques pour commander directement des photos numériques haute résolution. Puis, en les déchiffrant sur mon écran d'ordinateur, et je me retrouve face à des références auxquelles je ne comprends rien. À force de recherche, je finis par les identifier, une par une. Il y a d'un côté des astronomes arabes et de l'autre des poètes latins. Ça ne peut donc pas être un texte grec de l'Antiquité à cause des astronomes arabes, ni la traduction grecque d'un traité arabe à cause des poètes latins. Je pense alors à une piste que j'avais laissée de côté. On n'a pas beaucoup de textes latins qui sont traduits en grec, mais si j'en avais un sous les yeux, et là tout s'éclaire, en fait, c'est la traduction grecque du traité latin d'astronomie le plus célèbre du Moyen Âge, le traité sur la sphère, par Jean de Sacrobosco, composé à la Sorbonne vers 1230. Et le nom du disciple de Pythagore, c'était bêtement une erreur de copie. Ce texte nous montre comment les idées circulaient entre les civilisations du passé, beaucoup plus qu'on ne pourrait le croire. Pour continuer à découvrir des nouveaux textes, je me tourne vers les palimpsestes, c'est-à-dire des manuscrits qu'on a effacés pour
écrire un nouveau texte par-dessus. C'était une manière de recycler le parchemin. Aujourd'hui, nous avons des technologies d'imagerie multispectrale qui permettent de lire les textes effacés. J'organise donc une campagne d'imagerie à Milan, à la bibliothèque ambrosienne. Quelques semaines avant le Covid, nous arrivons sur place avec une camionnette discrète, mais remplie d'une caméra unique au monde. Elle a été conçue pour révéler les dessins préparatoires sous la Joconde de Léonard de Vinci. Notre objectif, un palimpseste, déjà connu pour contenir un texte effacé du célèbre astronome Ptolémée et d'autres textes encore illisibles. Depuis plus de 200 ans, on étudie ce manuscrit principalement à l'œil nu et avec des lampes ultraviolettes. Malheureusement, au XIXe siècle, des savants ont aussi utilisé des produits chimiques pour essayer de récupérer les textes effacés. Ça a peut-être marché sur le moment, mais aujourd'hui, les dégâts sont terribles et irréversibles. Jusqu'en 2020, on croit que l'imagerie multispectrale ne permet pas de lire ces manuscrits endommagés par des produits chimiques. Et il y en a des centaines dans toute l'Europe. Notre campagne d'imagerie, suivie d'une autre en 2022 avec la caméra Megavision, prouve le contraire. On peut lire ces manuscrits. Pour y arriver, nous devons utiliser des caméras plus sensibles et développer des nouvelles techniques pour traiter les images. Avec mes collègues Alexander Jones et Emmanuel Zing, nous développons aussi une méthode pour décalquer à la main chaque trace d'encre visible sur chaque image de chaque page. Et souvent, c'est en combinant les traces d'encre les plus infimes que nous arrivons à reconstituer des lettres, des mots et des phrases. Et c'est comme ça que nous avons la chance de découvrir un nouveau texte de Ptolémée, à côté de celui qu'on connaissait déjà. C'est à la fois une notice de montage et un mode d'emploi. Le célèbre astronome décrit son météoroscope, l'instrument qu'il a inventé pour faire toutes les mesures astronomiques imaginables. Aujourd'hui, nous continuons à déchiffrer ce manuscrit parce que c'est le plus ancien texte connu qui soit entièrement consacré à décrire un instrument scientifique. Et nous voulons donc déchiffrer complètement ce document unique sur la naissance de la science. Suite à cette découverte, je reçois un mail de mon collègue Peter Williams de Cambridge. Peter m'envoie des images multispectrales d'un autre palimpseste, dans lesquelles on voit clairement des coordonnées astronomiques, c'est-à-dire qu'on voit des nombres, des degrés et des noms d'étoiles. Je tombe de ma chaise en lisant le mail parce que je comprends tout de suite que ce ne sont pas les coordonnées du catalogue de Ptolémée l'astronome que nous connaissons bien. Ça doit donc être un autre catalogue, encore inconnu et plus ancien que Ptolémée. Armés de cette hypothèse, nous déchiffrons collectivement le manuscrit en reprenant la méthode du décalque. De quand date le contenu, de quand datent les coordonnées des étoiles? Le texte du palimpseste, incomplet, ne permet pas de le savoir. Et je me souviens alors d'un autre texte qui contient peut-être aussi des coordonnées astronomiques, rédigé au début du Moyen-Âge dans un latin barbare. En comparant le palimpseste et le texte latin, je m'aperçois qu'ils ont exactement la même structure. En fait, le latin est une traduction mot à mot du grec par quelqu'un qui ne comprenait pas ce qu'il avait sous les yeux. Puis, en comparant le palimpseste et le texte latin qu'on peut maintenant comprendre, nous avons assez de données
pour montrer que ce catalogue d'étoiles date d'Hipparque, un illustre astronome actif plusieurs siècles avant Ptolémée. C'est donc le plus ancien catalogue d'étoiles de l'histoire, qu'on cherchait partout depuis des siècles. Entre autres, il permet de trancher un très vieux débat. Ptolémée a-t-il recopié, a-t-il plagié le catalogue de son prédécesseur? Pas du tout. On sait maintenant que Ptolémée a parfois cité Hipparque, mais parfois d'autres sources. C'était donc un scientifique honnête, pas un plagiaire. Ce qui pose des nouvelles questions. Par exemple, comment Ptolémée choisissait-il ses sources? Ou encore, comment Hipparque faisait-il des mesures aussi précises sans télescope et bien sûr sans satellite? Pour répondre à ces questions, nous savons qu'il reste encore beaucoup de coordonnées à déchiffrer dans le palimpseste. Et je suis donc très impatient que nous ayons le feu vert pour essayer sur ce manuscrit les derniers progrès des techniques d'imagerie multispectrale, en allant donc au musée de la Bible à Washington, où ce manuscrit est conservé. La chance que nous avons eue de découvrir coup sur coup 2 textes qui bouleversent l'histoire des sciences m'a donné envie de repousser encore les limites des nouvelles techniques d'imagerie. Alors, je me tourne vers les palimpsestes qui ont le plus souffert des produits chimiques au XIXe siècle. Ils sont conservés depuis 1500 ans à la bibliothèque capitulaire de Vérone. Les produits chimiques ont rendu les parchemins carrément noirs. J'en parle à quelques collègues et un consortium international est formé qui réunit des membres de la Sorbonne et du CNRS, des universités de Hambourg et de Rochester, de l'Institut de technologie de Rochester, de l'entreprise Megavision et de la Early Manuscript Electronic Library. Quand cette grosse équipe arrive sur place, leurs visages se décomposent. Ils deviennent presque aussi noirs que les parchemins. Est-ce que nous allons pouvoir lire quoi que ce soit? Pour commencer, nous reprenons les protocoles d'imagerie habituels, en comptant sur notre caméra flambant neuve, qui est beaucoup plus sensible aux moindres variations de la lumière. Sans succès. Mais nous devinons quelques traces fantomatiques dans les bandes infrarouges. Alors nous décidons d'augmenter énormément les temps d'exposition dans l'infrarouge, ce qui n'a jamais été fait, et nous oblige à tout recommencer depuis le début, en allant beaucoup moins vite. Heureusement, presque tout de suite, Emanuel Zing reconnaît dans les images, dans les nouvelles images, des fragments d'une introduction en latin à la philosophie de Platon. Et alors tout s'éclaire, tout s'enchaîne très vite. En fait, nous comprenons qu'il y a 2 pages d'un texte qui était déjà connu en partie par un manuscrit du Vatican et 14 pages entièrement nouvelles qui manquaient jusqu'à présent. Ce texte nous montre comment la philosophie était vécue, comment elle était pratiquée dans l'Empire romain. Mais franchement, il reste encore beaucoup de passages illisibles. C'est pourquoi aujourd'hui, nous expérimentons avec toutes les techniques nouvelles. Par exemple, l'apprentissage machine pour traiter les images, ou encore la réflectographie infrarouge, la fluorescence à rayons X, et d'autres noms barbares. Notre but, c'est bien sûr de déchiffrer ce texte très important, mais aussi de développer la boîte à outils qui permettra de sauver les manuscrits endommagés, à Milan et à Vérone, mais aussi à Tours, à Chartres, à Paris et partout dans le monde. De votre vivant, je peux garantir que vous allez assister à des découvertes textuelles majeures qui vont bouleverser notre vision du passé.
Vous allez peut-être même participer à ces découvertes. Déjà entendu parler d'épicurisme? Les textes du philosophe grec Épicure, perdus depuis 2000 ans, carbonisés par un volcan, vont être déchiffrés dans les prochaines années, grâce au progrès de l'imagerie multispectrale et de l'intelligence artificielle. Les manuscrits de la mer Morte, le Coran de Sanaa au Yémen, vont livrer des nouveaux secrets sur les origines du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Les coordonnées du catalogue d'Hipparque vont continuer à refaire surface, mais aussi des textes de Ptolémée, d'Archimède et d'autres qui vont montrer comment la science est née 2000 ans avant la révolution scientifique. Enfin, des trésors perdus de la littérature et de l'art antique vont aussi refaire surface, sans qu'on puisse aujourd'hui prédire lesquels. Bref, l'aventure ne fait que commencer.